Keira Knightley m'a énormément déçu, Jean Dujardin dit n'importe quoi, Noah Schnapp n'aura plus de carrière et plein d'autres actualités, parfois un peu déprimantes, de la semaine. Salut à tous, ici Reg, cinéma, série, jeux vidéo, on en parle aujourd'hui. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description le commentaire épinglé, un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie. Vous allez avoir la VE STFR et même la VF dans certains cas. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà 28 ans plus tard et Until Dawn. Sur Disney+, vous avez Thunderbolts, Lilo & Stitch, Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application officielle HBO, et vous pouvez même, si vous avez l'abonnement, via Canal. Il suffit de vous connecter à HBO avec le compte Canal, ça fonctionne. Vous avez Superman, Destination Final Bloodlines ou encore Bring Her Back. Vous le savez, en ce moment, il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour que vous puissiez y accéder. Donc si vous voulez continuer à vous hastiller l'Alexandre en paix, utilisez un VPN. De même, si vous voulez vous la jouer un peu en mode Jack Sparrow cinéphile, il vous faudra un VPN pour être en pleine sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. En quelques clics, vraiment tout le monde peut le faire sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai envie de commencer avec la bande-annonce d'un projet qui ne m'intéresse absolument pas et qui m'a même un petit peu énervé, c'est Amadeus. C'est une série télévisée sur la chaîne Sky, la chaîne britannique si je dis pas de bêtises, qui va donc réadapter la pièce de théâtre et donc le film, c'est les mêmes visuels que le film en version cheap. Donc honnêtement, même si j'aime beaucoup Paul Bettany, ne donnez pas de la force à ce projet. Regardez le film original, regardez Amadeus qui est un véritable chef-d'œuvre du cinéma, une grande œuvre sur la rivalité entre Salieri et Mozart, et honnêtement, ignorez cette œuvre. Cette série n'a aucun intérêt, ça a juste l'air d'être Amadeus en rallongé, en moins joli, en moins bien. Regardez le film qui dure déjà 2h45 plutôt que ça. Il sera évidemment pas diffusé en France, mais le jour où c'est diffusé en France, ne regardez pas ce projet. Ça ne sert à rien, c'est déjà moins bien que le film et ça tente de pomper le film en même temps. Il n'y a absolument aucun intérêt, donc esquivez ça. Contrairement à The Running Man, qui a le droit à sa nouvelle bande-annonce, le film de Edgar Wright avec Glenn Powell et plein d'autres acteurs qui ont l'air fabuleux, ça a l'air vachement bien. Honnêtement, cette nouvelle bande-annonce m'a donné grave envie. Celle qui est sortie il y a quelques mois était vraiment bien, mais celle-ci m'a hypé. J'ai envie de voir le film, j'ai envie de le découvrir, il a l'air vraiment divertissant, il a l'air super bien mis en scène, c'est Edgar Wright en même temps bien écrit, meilleur que le film avec, vous savez, Schwarzenegger à l'époque, même si l'ambiance semble tout de même différente. Satire, action, ça a l'air vraiment très très bien et j'ai hâte de voir ce projet qui sort bientôt, novembre, c'est dans quelques semaines, on en parlera évidemment. Primate a le droit à sa bande-annonce aussi, c'est un film dans lequel un singe va commencer à tuer des gens, des jeunes femmes principalement, et c'est, vous savez, inspiré de cette fameuse histoire où une femme s'est fait déchiqueter le visage par un singe qui était sous médicaments. Bon, ça a été beaucoup raconté dans des œuvres. Nope, on a une référence à ça dans le film de Jordan Peele. Et là, même si j'aime bien l'idée en soi d'un chimpanzé qui devient fou, même si je trouve que c'est pas bien pour le marketing des chimpanzés, je trouve tout de même qu'en termes de visuel, de mise en scène, ça a l'air d'être un film d'horreur hyper classique, sans rien de spécial, de fascinant, donc ça c'est un petit peu dommage. À voir, le film sort en janvier en France, mais pour l'instant ça me donne pas particulièrement envie. La Passion du Christ 2 a trouvé un acteur pour interpréter Jésus. Je vous l'avais dit, je crois, cette semaine d'ailleurs, que Jim Caviezel n'allait pas jouer Jésus, alors que c'est lui qui l'avait joué dans La Passion du Christ à l'époque. Maintenant, c'est Jaakko Ottonen, j'ai sûrement massacré son nom, désolé, qui va jouer Jésus. C'est un Finlandais. Et moi, je pense que c'est un choix de casting qui peut être bien. Je n'en sais rien. Disons que Mel Gibson a fait un bon choix, que ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Cependant, moi, juste j'ai envie de dire un truc. Vous savez, tous vos youtubeurs, influenceurs, tiktokers anti-woke, là, il devrait se plaindre. Parce que Jésus n'est pas un homme blanc. Et là, c'est un Finlandais qui va le jouer, c'est un homme blanc. Moi, je m'en fous en réalité. Que ce soit un Finlandais, un homme du Moyen-Orient, je m'en fous, c'est un film en réalité. Jésus, c'est la suite, il a ressuscité, c'est la fiction à ce stade. Mais tout de même, les gens anti-woke, c'est une figure historique qui existe, c'est une sorte de biopic de Jésus tout de même si c'est sur la résurrection et tout. En théorie, les anti-woke devraient se plaindre de ce choix de casting. Nous, on est des adultes, on s'en fiche parce que l'art... Tout le monde peut interpréter l'art de manière générale, donc je pense que ça peut le faire. Il peut ressembler à Jésus avec du maquillage et tout. En réalité, je m'en fous. Mais voilà, les anti-woke devraient en réalité se plaindre vu leurs arguments habituels. Christopher Nolan adore
Dwayne The Rock Johnson dans The Smashing Machine, c'est assez étonnant, et non à la fois parce que Nolan, il a quand même des goûts de mec qui aime des films de Nolan. C'est assez rigolo, hein, mais bon, c'est un peu ça. Il fait le cinéma qu'il aime, ce que je respecte. Quand les auteurs font les choses qu'ils aiment faire, et on le ressent dans leur goût, leur passion. Genre Tarantino, il aime la nouvelle vague, par exemple, il aime Hong Kong, bon, tu le ressens dans son cinéma. Et Nolan, il aime les films grand public. Son film préféré l'année dernière, c'était Gladiator 2, ou il y a 2 ans. Déjà, je sais même plus c'était quand Gladiator 2, le temps passe trop vite. Là, il a dit que sa performance préférée de l'année, c'est évidemment Dwayne The Rock Johnson dans The Smashing Machine. Encore une fois, c'est toujours compliqué pour des réalisateurs parce que l'année où il tourne des films, c'est aussi l'année où il regarde le moins de films. Vu qu'il a passé 6 mois à tourner environ, 6 mois, l'Odyssée, il a sûrement pas vu beaucoup de films. Mais en vrai, je vois bien une collab Dwayne The Rock Johnson, Nolan. Je pense que c'est le genre de mec aussi, Nolan, qui pourrait faire sortir Dwayne de sa carapace classique habituelle, lui donner un bon film d'action high concept dans lequel il pourrait bien jouer. Donc si un jour il y a un Nolan, Dwayne Johnson qui se fait, je pense que ça peut être pas mal en réalité, et je suis curieux de voir dans quelle direction la carrière de Dwayne Johnson va aller, et j'ai hâte de voir The Smashing Machine que je vais critiquer évidemment sur la chaîne. Wicked 2, Wicked for Good en théorie, a annoncé qu'un acteur hyper connu joue le lion et qu'il sera révélé lors du tapis rouge. Et moi, ça m'énerve parce que révèle-le lors du film. Ignorons le tapis rouge et révèle la voix du lion lors du film. Putain, c'est dommage, au fait. Je comprends que l'acteur veut être présent sur le tapis rouge et tout. Et vous savez, à une époque où il n'y avait pas tout ce marketing hyper forcé sur les films et nécessaire, eh bien, les caméos étaient cachés. Maintenant, tu vois X personnes faire le tapis rouge de tel événement, bah tu sais qu'il sera dans le film. Tu dis, mais stop, s'il vous plaît, quoi. Là, ça me semble dommage. C'est une micro-déception de se dire que la voix de ce mec sera révélée non pas lors de ma projection où je pourrais me dire « Oh putain, c'est la voix de telle personne que j'aime bien, qui est hyper connue », mais sur le tapis rouge. Et là, je vais voir le tapis rouge, parce que moi je suis dans le game, hein, je vais voir le tapis rouge et je vais me dire « Bah ok, bah c'est le lion ». C'est un peu dommage, j'aurais aimé qu'il garde la surprise pour le film. Après, je chipote, hein. Je pense que le lion n'aura pas une partie importante dans l'œuvre, mais je voulais quand même le souligner. Brandon Cronenberg va réaliser un film d'horreur cosmique. Le tournage commence en mars 2026. J'ai bien aimé son précédent film, hein, Infinity Pool. Je pense qu'il était vraiment bien. J'ai pas vu ceux d'avant. C'est le fils évidemment de David Cronenberg, l'un de mes réalisateurs préférés. Donc j'ai hâte de voir ce projet parce qu'on n'a pas beaucoup d'horreur cosmique. J'avais fait une vidéo à l'époque sur l'horreur cosmique et mes recommandations, mais c'est qu'on n'en a pas beaucoup et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui a du talent, qui tente des choses en termes de cinéma, qui va tenter aussi ce genre qui est vraiment pas assez représenté. Sofia Coppola, elle aussi, va refaire un film, un drame historique, de nouveau, avec Kristen Dunst. Je pense que ça peut être vraiment bien. Tournage en 2026. Après, ça dépend des Coppola, parce que parfois, il y a certains de ces films que j'aime pas trop, d'autres qui sont très sympas à voir. Léo Carax va faire un nouveau film avec Adam Driver, Léa Seydoux. Le tournage va commencer en 2026. Je suis pas un fan de Carax. Pour le coup, j'ai eu du mal avec Annette. Pont-Neuf, j'aime bien. J'ai eu du mal avec Holly Motors, mais bon, pourquoi pas, je suis toujours intéressé par ce genre de cinéma tout de même. Et Terrence Malick est dans sa 6e année de montage, et oui, de montage, hein, sur le film The Way of the Wind, le film sur Jésus, si je dis pas de bêtises. Et il y a un nouveau doublage qui a été donc enregistré par Mathias Schoenaerts, désolé si j'ai massacré son nom. Le film n'est toujours pas sorti. On ne sait pas quand il sortira, on ne sait pas s'il sortira toujours, mais on sait que Malick, il passe des années parfois hein, à faire du montage de ses films, parce que c'est lors du montage que lui change drastiquement ses films. Malick, il bosse vraiment différemment par rapport à d'autres auteurs, où ils vont tourner beaucoup de choses, et Malick aussi, mais il va vraiment parfois changer même le rôle principal d'un acteur, juste au montage. C'était le cas avec, évidemment, Adrien Brody, hein, si ma mémoire est bonne, qui était censé être l'acteur principal de Thin Red Line, et qui au final s'est retrouvé à être un acteur secondaire, pas très important. Donc oui, peut-être un jour ce film va sortir. Et concernant les sorties de films, c'est les Daniel, vous savez, Everything Everywhere All at Once, le film avec Daniel Radcliffe, dont j'ai oublié le nom à l'instant, sortira en 2027 par Universal. Ça peut être intéressant, vu que moi j'ai bien aimé tous leurs films. Apple TV Plus devient Apple TV. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, j'imagine que c'est pour simplifier, mais Apple TV, alors je le connais pas assez bien, mais c'est déjà une sorte d'appareil, c'est déjà une télévision, c'est déjà un système si j'ai bien compris. Donc là, tu auras Apple TV le système et Apple TV Plus qui devient Apple TV, qui sera aussi l'application. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais visiblement, ils vont le faire. Peut-être les fans d'Apple peuvent m'expliquer un peu mieux en commentaire. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je pense que pour nous, fans de cinéma, série, ça change pas grand-chose, mais voilà. Netflix va diffuser K-pop Demon Hunters au cinéma pendant quelques jours aux États-Unis, et peut-être il y aura des séances spéciales qui sont en France et en Europe de manière générale. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est qu'en fait, ils veulent se faire de la thune. En termes de déguisement d'Halloween, c'est le truc le plus demandé par les enfants. Voilà les costumes de K-pop Demon Hunters. En plus de ça, Sony, qui sont derrière le projet, ils regrettent d'avoir donné la distribution à Netflix parce que bah, c'est un succès planétaire. K-pop Demon Hunters, l'album est top 1 Spotify. C'est le plus grand succès de l'histoire de Netflix en termes de cinéma, de film, entre guillemets. Donc oui, c'est un énorme succès. Et Sony et Netflix, ils sont en train de négocier pour refaire des suites, mais cette fois-ci au cinéma, parce qu'ils regrettent vraiment
de ne pas avoir sorti ce film au cinéma. Moi, je pense sincèrement que ce film au cinéma n'aurait peut-être pas marché. Mais là, en réalité, sur la plateforme de streaming, c'est ça qui lui a donné des ailes, c'est ça qui a fait exploser le projet. Mais bon, et c'est aussi intéressant de voir ces films au cinéma. Et s'il peut faire des choses comme ça, c'est-à-dire sortir des films et ensuite les sortir en salle, je trouve que c'est très bien aussi. Moi, j'aimerais bien voir des films Netflix en salle, même après leur diffusion originale. Moi, ça m'intéresserait. Bon, après, là, c'est pas une production Netflix. Hein. Netflix sont que distributeurs et c'est Sony les producteurs. Donc, il y a forcément des discussions, des débats entre Netflix et Sony. Quand c'est juste Netflix, je pense qu'il n'y aura pas de débat, ce sera Netflix et puis basta. Mais bon, en réalité, peut-être ça ouvre la porte à un truc un peu plus intéressant. En termes de Disney, on a eu la bande-annonce de Send Help. C'est le prochain projet de Sam Raimi à la réalisation en film d'horreur. Ça fait hyper longtemps qu'on l'a pas vu sur un film d'horreur. Bon, Doctor Strange 2, pour moi, c'est pas un film d'horreur, évidemment. Mais ça fait super longtemps, peut-être depuis Drag Me to Hell, qu'il a pas fait de film d'horreur. Donc ça fait 20 ans. Déjà, là, c'est un nouveau film d'horreur où une femme et son boss qu'elle déteste s'écrasent après un crash d'avion sur une île déserte. Et cet homme-là est blessé. Et cette femme qui donc déteste cet homme va commencer à potentiellement le torturer. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais clairement, elle va commencer à devenir un peu plus primale. Elle va commencer à vraiment devenir plus sauvage et à aussi se venger de cet homme. Donc c'est, on dirait, un mélange entre Misery et genre Seul au monde avec Tom Hanks, peut-être par exemple. Ça a l'air pas mal, en réalité. Ça a l'air bien. Surtout que dans l'idée, vu la bande-annonce, t'as l'impression que ce mec-là, c'est clairement le méchant parce qu'il est vraiment ignoble avec elle au bureau. Mais vu qu'elle a l'occasion de le torturer, elle va commencer à le faire. Et je pense que dans le film, on va commencer à se poser des questions sur qui est réellement le vrai méchant et comment est-ce que la société et la vie même en entreprise, au bureau, rend les gens sauvages dans des situations où la dynamique de pouvoir s'échange. C'était un peu le film, vous savez, qui a gagné la Palme d'Or, Triangle of Sadness, il y a quelques années, où la femme qui était donc dans un métier un peu pénible, elle se cassait le dos et tout, sur l'île déserte était bien plus utile que les influenceurs et que les riches qui étaient là. Et donc là, je pense qu'il y a la même dynamique, sauf qu'elle veut se venger aussi. J'ai hâte de revoir Rachel McAdams dans un projet parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas un rôle principal. Sam Raimi, j'adore, donc ce projet m'intrigue et j'ai envie de le voir. Il sortira en janvier en France aussi. Tron, c'est terminé. Disney l'a dit, c'est fini pour Tron, fin de licence. Il n'y aura plus de film Tron parce que c'est un énorme échec, évidemment. Tron Ares, donc ils ont terminé Tron, ils l'ont supprimé cette licence. On verra dans 10-15 ans s'il n'y aura pas une série Netflix Tron, pardon, Disney+, sur quelques épisodes, genre 6, un mini-event spécial et tout, pour relancer la machine, relancer un peu le parc d'attractions et tout. On verra bien, mais Tron pour l'instant c'est fini. Bon, vu le film, ça m'étonne pas vraiment parce qu'il était vraiment pas terrible. Et vu surtout l'échec commercial, ça m'étonne pas non plus. C'est un peu dommage parce que c'est une licence qui avait du potentiel. Et je veux dire, les deux derniers films n'étaient pas suffisamment bons. J'en ai fait une critique évidemment des deux la semaine dernière. Rise of Skywalker a apparemment coûté 600 millions de dollars. Alors pourquoi est-ce que ça change, vous savez, du budget qui est annoncé à l'époque de 250 millions, puis 400, puis 600? C'est en termes de comptabilité, des choses qui changent, qui sont réévaluées, qui sont réexpliquées. C'est voilà la comptabilité hollywoodienne où ça fait des choses qui ne devraient pas exister et parfois ça augmente des budgets, ça en réduit. C'est un peu particulier, mais visiblement Skywalker a coûté bien plus que les 400 millions qui étaient annoncés il y a quelques années, potentiellement 600. Et si c'est 600 millions pour ça, c'est une catastrophe, hein, soyons honnêtes. Warner n'est pas du tout fan du boycott des entreprises israéliennes, vous savez, qui a été débuté par Javier Bardem, par Emma Stone, par Joaquin Phoenix. Ils sont vraiment mécontents. La Paramount était mécontente aussi il y a quelques semaines, j'en avais parlé. Et ils essaient de contourner un peu le boycott des acteurs, mais les acteurs, ils vont pas les forcer à bosser avec des entreprises israéliennes. Et donc ça les met un peu dans la merde, Warner et Paramount, parce que, surtout Paramount et Warner, parce que la Paramount veut racheter Warner, et là ils sont à un stade où ils cherchent des financements, ils cherchent des moyens d'avoir de l'argent un peu partout, mais ils ont quand même des acteurs qui veulent pas bosser avec des entreprises israéliennes qui sont évidemment dans l'histoire du génocide et de la colonisation, hein. C'est pas juste des entreprises israéliennes de manière générale, c'est celles qui soutiennent ce qui se passe par Netanyahou. Donc Warner et Paramount, là, il y a un vrai moyen de pression qui a été fait par les acteurs et je trouve ça bien en réalité. Disney s'est pas encore prononcé sur la question parce que quand même Emma Stone a beaucoup bossé avec Disney et des choses comme ça. Mais là, pour l'instant, c'est que Warner et Paramount sont embêtés par le boycott et évidemment ne le soutiennent pas. David Zaslav, le PDG de Warner, en a parlé aussi récemment. Maintenant, est-ce qu'ils vont changer quoi que ce soit à Warner? On verra bien, mais ils ne sont pas fans du tout. Battlefield 6 a battu un record pour la franchise, c'est 7 millions d'unités vendues en 3 jours. Je suis content, le jeu a l'air d'avoir de bonnes notes, les gens ont l'air de l'apprécier, donc c'est cool pour ceux qui y jouent. Ça marque aussi le grand retour de EA sur Steam, parce que vous savez, ça fait des années qu'EA n'était plus sur Steam, et ils étaient progressivement revenus, et je crois que c'est le plus grand succès post le fait de revenir sur Steam de la part de EA avec 747 joueurs en même temps sur la plateforme. C'est dingue. Et un truc intéressant concernant Steam, Steam a doublé ses utilisateurs actifs en 5 ans. Là, on est à 41 millions qui jouaient en même temps. Je trouve ça absolument dingue. Le marché PC explose de plus en plus parce que voilà, les gens se rendent compte que c'est là qu'il y a énormément
de jeux et il commence à avoir de l'argent pour faire des PC qui maintenant peuvent faire tourner beaucoup de jeux sans mettre un budget colossal, sauf si vous voulez la 4K évidemment et des choses comme ça, mais c'est aussi une excellente porte d'entrée pour jouer à des jeux qui n'ont pas besoin de ça. Et en même temps, moi ça me fait un peu bizarre parce que je me rappelle de Steam, vous savez, qui ressemblait au menu de Counter-Strike 1.6 et tout, c'était assez particulier. Donc ça me fait bizarre de voir qu'il y ait autant de gens sur Steam, mais c'est bien. Hideo Kojima a dit récemment qu'il considère l'IA comme un outil, c'est-à-dire que pour lui, l'IA va servir à faire des tâches pénibles et de co-créer avec les artistes au lieu de juste l'utiliser. Il parlait de l'IA générative aussi, il disait qu'en fait, oui, si tu fais de l'IA générative, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, vraiment, si tu l'utilises comme outil, comme on le voit dans beaucoup de studios hollywoodiens aussi, c'est bien. Et moi, c'est ce que j'ai toujours dit. L'IA générative pour juste créer et puis basta, ça ne sert à rien. Et en plus, c'est contre-productif par rapport à la notion d'art. Cependant, là, quand on est face à littéralement des outils qui peuvent t'aider à gagner du temps, éliminer des tâches pénibles, c'est bien en réalité, c'est le but de la technologie aussi, c'est pas de remplacer l'art, mais d'aider les artistes à créer. Et sur ça, je suis vraiment d'accord. Une bataille après l'autre est un énorme échec aussi sur le point de vue financier. C'est 100 millions de pertes qui sont prévues pour la Warner, mais est-ce que c'est grave? Parce qu'ils savaient très bien que ce film n'allait pas marcher. La Warner savait que ce film n'allait pas être un énorme carton, que ça n'allait pas faire 500 millions, ils le savaient. Ils ont financé ce film parce qu'ils financent énormément de réalisateurs en ce moment. La stratégie de la Warner, c'est deux choses. Faire des films de merde qui vont bien marcher comme Minecraft, voilà, c'est l'objectif, faire beaucoup de pognon sur des projets comme ça. Superman aussi, même si c'est un juste milieu de films populaires et de films un peu d'auteur. Et en même temps, tenter avec des réalisateurs. Le pari Sinners a cartonné pour Warner, hein, c'était un énorme succès avec un budget moyen. Là, le budget de Sinners est presque 2 fois moins important que celui de Une bataille après l'autre qui s'estime à 130-150 millions, mais Sinners ça a bien marché. Et l'objectif de la Warner aujourd'hui, et l'on dit il y a quelques années, j'en parle depuis des années aussi, c'est qu'ils veulent trouver des réalisateurs qui vont bosser avec eux. Pourquoi? Parce que depuis l'histoire Christopher Nolan, Tenet et tout, ils ont perdu beaucoup de réals et beaucoup de réals ne voulaient plus bosser avec eux. Donc là, ils sont en train d'aller chercher des réals en leur disant écoute, on va te payer énormément d'argent, on va te donner un budget colossal, fais ton film, on le veut. Et en plus de ça, l'avantage de ce film-là, c'est qu'il risque de gagner les Oscars, quoi. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que oui, Minecraft a fait de l'argent là tout de suite, mais si ce film gagne les Oscars, il va faire de l'argent sur des années et des années. C'est-à-dire que les Oscars va énormément le booster. S'il gagne le meilleur film, ça va être un carton planétaire encore plus. Il va en tout cas être boosté dans le monde entier. Mais en plus de ça, il va bien marcher, il va devenir culte. Et je pense que sur le très long terme, ou le moyen terme, on va dire si on pense 5-15 ans, il sera rentable au final. À voir, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois tu fais des films qui marchent pas, mais s'ils vont chercher les récompenses, s'ils vont être de culte assez rapidement, les gens vont en parler et sur le long terme, ça sera quand même rentable. Et parfois, le prestige t'aide à avoir d'autres réalisateurs qui vont te permettre d'avoir des projets rentables, etc., etc. Donc oui, c'est un flop, mais honnêtement, quand c'est un film comme ça que je considère fabuleux, qui est un flop, mais qui risque aussi de donner une nouvelle vie à la carrière de Paul Thomas Anderson, à plein d'autres gens aussi au casting, Jesse Infinity, je trouve que ça mérite de perdre de l'argent. Et puis t'as Minecraft, à côté Minecraft ça coûte 100 et quelques millions, ça rapporte 1 milliard, c'est bon, Warner va s'en sortir. Bon, ils vont se faire racheter dans tous les cas parce qu'ils ont fait plein d'erreurs pendant 20 ans, mais vous me comprenez. Ça, c'est un flop, et il faut le dire, c'est un flop financier pour l'instant. Il risque de se rattraper dans les années qui viennent, mais parfois un flop, si ça te permet de gagner en prestige, ça vaut le coup aussi. Michael Mann a d'ailleurs dit concernant le film que c'est un film qui est parfait pour capter la crise que connaissent et subissent les États-Unis actuellement, et je trouve ça intéressant. Et il y a plein d'autres films aussi qui n'ont pas le droit à cette chance d'être prestigieux et de marcher, hein. Par exemple Anemone, qui n'est pas encore sorti, vous savez, le nouveau film avec Daniel Day-Lewis, lui c'est un énorme flop, il a rapporté pas d'argent, personne n'en parle, il est mal diffusé. Bon voilà, ça c'est un flop aussi, on en parlera d'Anemone quand il sera disponible, évidemment. Noah Schnapp ne sera probablement plus jamais un acteur. Pourquoi? Parce que Winona Ryder l'a tenu dans ses bras. Il voulait pas la laisser partir. Parce qu'il était triste de la fin de Stranger Things. Il était complètement déprimé par rapport à ça. C'est ce qu'il a dit, hein. Il voulait vraiment la tenir, il pleurait et tout. Et on sait pourquoi il pleurait. Oui, Stranger Things, c'est triste que ça s'arrête. Mais il pleurait aussi car il n'a rien de prévu. Il n'a rien de prévu. Les autres acteurs Stranger Things, ils ont quasiment tous des trucs de prévu, hein. Mais lui n'a rien de prévu. On sait pourquoi. Parce que le zionisme, comme il disait, un zionisme est sexy. Le sionisme, c'est pas sexy en réalité. Et ça lui a coûté sa carrière. À juste titre, soyons sincères. Peut-être qu'il fera un comeback dans des années et des années. Mais pour l'instant, il n'a rien de prévu. Il n'a rien en termes de tournage. Il n'a rien en termes de projet. Donc c'est triste que sa carrière d'acteur, pour lui, hein, soit terminée. Est-ce que pour nous c'est triste? La réponse est non. Pas du tout, absolument pas. Et il faut aussi parler évidemment de Stranger Things saison 5, qui sera donc un rôle majeur tout de même pour Noah Schnapp. On a la durée des épisodes. Le premier épisode qui sortira du coup fin novembre, ça sera 68 minutes. Ensuite 54, 66 et 83. Et normalement le quatrième épisode sera la coupure, avant évidemment la suite qui sortira
en décembre et l'épisode final sera de 2 heures. Je suis quand même assez curieux de voir ce que ça va donner cette dernière saison parce que je trouve que c'est une bonne série mine de rien. Keira Knightley m'a énormément déçu. Elle a fait une interview récemment. Pourquoi? Parce qu'elle a la promotion de son film qui est sorti sur Netflix la semaine dernière. Et elle a dit, en tant que personne qui joue donc Umbridge dans les audiobooks Harry Potter, lorsqu'on lui a posé la question, qu'est-ce qu'elle pensait du boycott autour des propos de J.K. Rowling, du boycott de l'auteur, ses propos discriminatoires, transphobes. Et elle a dit qu'elle ne savait pas qu'il y avait un boycott, elle n'était pas au courant. Je n'y crois pas du tout, hein. Mon œil, hein. Tout le monde est au courant à ce stade, surtout quand tu bosses dans le métier. Mais bon, à la limite, allez, imaginons qu'elle soit pas dans le métier, imaginons que son équipe lui ait pas dit que faire ce rôle-là serait polémique. Imaginons, parce qu'il y a des gens dans la vraie vie, ils savent pas que J.K. Rowling est transphobe. Et pour une femme connectée avec une équipe comme ça, qui est derrière elle, leur travail c'est de savoir ce genre de choses, ça m'étonnerait qu'elle ne sache pas, ou alors qu'elle ait décidé de l'ignorer. À la limite, pourquoi pas, tu peux l'ignorer, moi je m'en fous si tu l'ignores et tout. Mais bon, mentir, c'est jamais facile, mais peut-être elle ne sait pas, les bénéfices du doute. Mais elle répond avec un « very sorry » en rigolant. Et ça, c'est typiquement british, hein, pour dire qu'en fait, je m'en fous. Il y a plein de créateurs british qui ont eu la réaction en ligne, ils ont dit « mais en fait, ça, c'est hypocrite, quoi. C'est élitiste un peu de dire ça, parce que quand tu dis ça, c'est vraiment en mode j'en ai rien à faire et tout ». Et elle a souligné ensuite qu'on vit à une époque où il faut apprendre à vivre ensemble et trouver du respect. S'il te plaît, arrêtez. Arrêtez de défendre J.K. Rowling. Arrêtez. Non mais arrêtez de défendre parce que, en fait, si J.K. Rowling était pour ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire le vivre ensemble et trouver du respect, on ne dirait rien sur elle. Mais littéralement, elle discrimine les trans constamment, elle commence à parler mal de la Palestine d'ailleurs depuis récemment, et en plus de ça, elle finance des groupes politiques de lobby au Royaume-Uni pour discriminer les trans. Elle finance des groupes transphobes avec la thune d'Harry Potter. Donc à partir d'un moment, assumez. Vous faites le projet Harry Potter, assumez. Dites c'est pour la thune, dites que vous n'êtes pas d'accord avec elle, et puis passez à autre chose, quoi. Mais au moins assumez. Là, il faut vivre ensemble. Mais fermez-la, quoi. Elle est contre le fait de vivre ensemble. Elle est contre le fait que les personnes trans existent. Et vous allez voir, c'est que le début, parce qu'après, elle va commencer à ouvrir sa bouche sur d'autres sujets, et ça va être tout aussi discriminatoire. Donc ce que J.K. Rowling, elle fait aujourd'hui, c'est de la merde, c'est de la discrimination, et que Keira Knightley est littéralement cette phrase-là, en plus de la moquerie par rapport au fait qu'elle ne savait pas, je trouve ça ridicule. Arrêtez de défendre cette vieille connasse. Vous pouvez très bien dire que vous n'êtes pas d'accord avec J.K. Rowling et bosser sur du Harry Potter. Il y a un juste milieu que vous pouvez avoir en disant écoutez, c'est une bonne opportunité, écoutez, j'ai envie de le faire. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu pourrais bosser pour un projet Harry Potter ou en parler ou des choses comme ça sans qu'on pense que tu es une connasse, quoi. Là, dire vivre ensemble, mais elle, J.K. Rowling, est contre le vivre ensemble. Donc ça, je ne comprends pas. Surtout que tout le monde est au courant, surtout au Royaume-Uni où vraiment c'est une icône, hein, J.K. Rowling évidemment, mais en plus de ça, il y a un moment, elle sait, c'est sûr qu'elle sait. Et si elle sait pas, tu peux pas dire juste on vit ensemble. Il y a un moment, imagine les super racistes. Est-ce que tu aurais dit, s'il était super raciste, on peut vivre ensemble? Je ne crois pas. Donc énormément déçu par cette phrase, par ces interviews, par tout ce qu'elle a dit ici. Keira Knightley, je ne pensais pas qu'elle était comme ça, donc c'est catastrophique et c'est dommage pour quelqu'un qui a bossé sur du Star Wars. Et j'en profite sur la transition par rapport à ça pour parler de Drew Struzan qui nous a récemment quitté. J'en ai parlé il y a quelques mois de lui. C'est donc l'auteur qui faisait les affiches à la main, littéralement, des films cultes que vous connaissez, que ce soit Retour vers le futur, les Goonies, la saga Star Wars, tous les projets que vous aimez, c'est lui qui les a fait à la main. Vraiment, il les a peints. Il nous a quittés récemment, il était malade hein, depuis des mois et des mois. Il nous a quittés, tout le monde évidemment est triste parce que c'est un artiste, il a vraiment changé le monde du marketing, mais aussi de l'art. Parce qu'en fait, à l'époque, les affiches étaient de l'art avant tout. Oui, c'était du marketing aussi, mais c'était de l'art. On voulait faire une affiche qui est belle, qui est jolie. En fait, des affiches comme ça, tu peux les afficher chez toi parce qu'elles sont jolies. Qui se met une affiche de Dune à la maison, quoi? Elles sont moches, vous savez que les personnages et tout, quoi, c'est dégueulasse comme affiche. Ça, c'est joli. Ça, c'est l'art. Il y avait un truc. George Lucas en a parlé, évidemment. Il a dit que c'était une tristesse, qu'il connaissait Drew depuis des années, et que c'est lui qui l'embauchait à chaque fois personnellement parce qu'il adorait le travail de Drew. Évidemment, il a bossé avec Ridley Scott, avec John Carpenter. Le mec a fait tellement d'affiches cultes. C'est sûrement la personne la plus impactante sur le monde et sur l'histoire des affiches. En tout cas, on va dire post-années 70. C'était vraiment quelqu'un. Donc là, il nous a quittés. Une pensée à lui, à son héritage, à sa famille, ses amis. Vraiment, Drew, tu as changé le monde. Il y a plein de gens comme moi qui avaient tes affiches à la maison. C'est quelque chose, hein. Il a vraiment changé quelque chose pour beaucoup de personnes par l'esthétique. Et ça, pour moi, ça vend plus que toutes les affiches de merde qu'on voit aujourd'hui. Mais bon, apparemment, je suis pas dans le marketing de films chez la Warner ou un autre studio. Je n'en sais visiblement rien. Mais une affiche comme ça à la main, jolie, belle, là, c'est une proposition artistique plus que du marketing pour moi.
Ça, c'est une œuvre d'art en plus du film qui l'accompagne, quoi. Et ça, c'était beau. Mais malheureusement, il nous a quitté. Une grande, grande pensée à tout ce qu'il a accompli et à évidemment tous ses proches. Parce que c'est quelque chose, hein. Honnêtement, c'est quelque chose. Donc Drew, merci pour tout. J'ai envie de finir avec Jean Dujardin. Ah, Jean, pourquoi tu parles en fait à chaque fois? Pourquoi tu parles? Je ne comprends pas. Jean, il y a un moment, je regarde l'interview, je me dis, je suis d'accord avec toi sur pas mal de trucs. Il dit qu'il y a un manque de nuances. Je suis d'accord. Alors oui, en ligne, majoritairement, et il le dit aussi, les réseaux sociaux ne ressemblent pas à la vraie vie. Je suis d'accord aussi. Il y a un vrai manque de nuances, il y a des soucis par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie non plus. Je suis d'accord. Il dit qu'il y a des gens heureux. Je pense que c'est vrai aussi, même si de moins en moins à cause de l'économie, à cause de ce qui se passe. Il dit que la politique est instable et austère. Sur ça, on est d'accord. Il parle évidemment de l'actualité en continu, qui est en train de créer un vrai problème, qui est en train de prendre, on va dire, l'avis des gens et le transformer, ou justement directement gérer l'avis qu'il devrait avoir à cause des informations en continu. Mais par contre, là où je le suis plus, c'est qu'il dit « Moi, je considère que la France est un beau pays, et on est tous d'accord sur ça, sinon on n'habiterait pas ici. » Honnêtement, on n'habiterait pas en France si on n'aimait pas la France, tout simplement. Si c'était pas un énorme pays, avec sa diversité, sa richesse, sa culture, on aime tous la France. Et il a dit que si tu dis que t'aimes la France, t'es considéré comme un facho. Jean, qui a dit ça? Personne dit ça. Personne dit ça. Même le plus gros des antifa-anarchistes d'extrême gauche ne va pas te dire t'es un facho parce que t'aimes la France. Non, parce que t'aimes la culture française. Non, parce que t'aimes littéralement, il parlait de la géographie française, il parlait du littoral et tout. Personne te dit ça. C'est un pays formidable. Personne n'a traité de facho quelqu'un qui aime la France, au fait. Enfin, qui aime, il parlait vraiment de la géographie plus qu'autre chose dans ce cas-là. Mais non, c'est un beau pays, tout le monde est conscient que c'est un beau pays. Tout le monde est d'accord, c'est pas pour rien que c'est le pays touristique numéro 1 au monde. Tout le monde veut venir en France parce que c'est un magnifique pays. On est d'accord sur ça. Il y a un moment, genre, je comprends pas. Encore, quand tu soutiens les flics et des choses comme ça, moi je m'en fous, tu vois. Les flics peuvent aussi avoir besoin de soutien, même si moi je suis à CAB et je suis pas fan du système de la police, je peux comprendre que quelqu'un veuille soutenir les flics individuellement, tu vois. Parce que pas tous les flics sont mauvais en soi, c'est le système. À CAB, ça veut dire ça, c'est le système. Mais il y a un moment, Jean, arrête de faire le boomer de droite. Là, tu fais vraiment ton OSS 117, quoi, mais en mode con et dans la vraie vie. Et c'est pas bien. Pourtant, on est d'accord sur 90% du truc, mais t'es obligé de te sentir attaqué parce que t'aimes la France. Personne t'attaque sur ça. Je pense qu'il a mal vécu son béret lors de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, quoi. C'est juste ça. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, elcorter.anglais, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, que ce soit Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.